Fidèles au poste, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver encore en ce dimanche pour la rétrospective de la semaine. L'actualité étant très riche, je reçois pour vous en ce dimanche un député provincial de la ville de Kinshasa, cadre de l'UDPS. Vous l'avez sans nul doute deviné, je l'ai posté déjà sur mes pages dans les réseaux sociaux. Je reçois pour vous Peter Kazadi et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir à Peter Kazadi. Merci madame, c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Merci, vous revenez tout droit de l'Est de la République, de Lubumbashi, du sud-est de la République. Une consoeur m'a dit de vous poser cette question. Peut-être que vous aurez des éléments de réponse. Certains journalistes se disent un peu déçus, entre guillemets, qui ont participé à la campagne du président de la République et qu'aujourd'hui ils se sont mis de côté. Je ne peux pas citer les noms ici, mais pourquoi vous ne les avez pas sacrés? Ils ont participé quand Félix Tshisekedi n'était pas du tout président. Aujourd'hui il est président de la République. Au lieu de le récompenser, vous les avez mis de côté, vous avez pris des gens qui font aujourd'hui la communication du chef de l'État. D'abord, il faut dire que le président de la République n'est pas là pour récompenser une catégorie de personnes, soit-il ses proches, ceux qui l'ont soutenu, mais il est là pour satisfaire les besoins du peuple congolais en général. Donc, il n'est pas bon de dire qu'on doit donner une sorte de prime à ceux qui avaient travaillé pendant la campagne. Ce qui importe, c'est que le président soit à même de donner des solutions à tout le monde, trouver des solutions qui sont impersonnelles et que les meilleurs puissent y accéder et en jouir. Maintenant, pour répondre à votre question, malheureusement, vous ne précisez pas de qui il s'agit. Je crois bien qu'il est difficile, sinon impossible, pour le président de la République de donner satisfaction à tout le monde dès maintenant. Il y a une catégorie de journalistes qui ont été agréés. On ne peut pas agréer tout le monde. Et même en les faisant, il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours ceux qui considéreront qu'ils ne sont pas, bien que là-bas, ils peuvent dire que nous ne sommes pas pris en compte comme tout le monde. Donc il y aura toujours des problèmes. Voilà, vous avez eu votre réponse, chère consoeur, par rapport à cette question. Nous prenons directement le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons ouvrir cette fois-ci par la santé. Comme vous le savez, l'Ebola est en train de battre son plein en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le chef de l'État est ce dimanche à Goma. Moi, je suis parmi les journalistes qui ont voulu que le chef de l'État aille à Goma, l'Est de la République, parce que dans ce coin de la République est toujours assez mouvementé. Après les guerres et tout ça, il y a encore l'Ebola qui ne finit pas. On ne comprend pas pourquoi, ça perdure. Et nous allons aussi ouvrir un peu le bal cette fois-ci avec le sport. On le néglige un peu souvent. Nous allons parler un peu du tirage au sort de la CAF. Vous le savez, les léopards, nos fauves, vont participer cette fois-ci à la CAN 2019 en Égypte. Nous allons un peu parler de notre équipe nationale, les léopards. Premier condensé, mesdames et messieurs. Depuis le début de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, le cumul des cas est de 1117, dont 1051 confirmés et 66 probables. Au total, il y a eu 702 décès et 339 personnes guéries, indique le ministère de la Santé dans un communiqué. La lutte contre Ebola se heurte à des réticences d'une partie de la population envers la prévention, les soins et les enterrements sécurisés des victimes. Elle est aussi compliquée par la présence de groupes armés et par la mobilité de la population. Un autre facteur qui complique la riposte, c'est la désinformation. L'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'il faudrait encore 6 mois pour venir à bout de l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et ce, à condition que la situation sécuritaire ne complique plus la riposte.
Pour endiguer l'épidémie et limiter sa propagation, les équipes sanitaires appliquent un vaccin sur les malades et leurs contacts. Les agents de santé sont aussi vaccinés. Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 95 127 personnes ont déjà été vaccinées, signale le ministère de la Santé, qui chapeaute la riposte contre la 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 40 millions de voyageurs ont été dépistés, mais les risques de transmission du virus à d'autres provinces restent très élevés. Fini les suspens, les sportifs congolais connaissent déjà les noms du groupe et les adversaires de la République démocratique du Congo dans cette prestigieuse compétition de la Coupe de l'Afrique des Nations. Il s'agit du pays organisateur, l'Égypte, les Zimbabwe et l'Ouganda. Suivant des presse et tirages au sort, ces sportifs congolais estiment que la République démocratique du Congo a toutes les chances de se qualifier pour les prochains tours. Dans les jambes qui permettra à ce que nous puissions quand même arriver à une bonne qualification et pourquoi pas arriver en finale aussi à la CAN. Les inhabitués. Et l'équipe qui fait peur, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une petite équipe qui est en train de monter et que, mais le reste, ça ne nous fait pas peur. En tant que dirigeant sportif, connaisseur du football, pensez que la RDC peut sortir de ce groupe? Bon, je le dis depuis le début, le football est devenu tellement professionnel qu'il faut prendre au sérieux lorsqu'on est dans une compétition. Je pense que la qualification de nos léopards à la phase finale de cette Coupe d'Afrique traduit un peu le sérieux qui a été mis en place, sinon les léopards ne seraient pas qualifiés. Maintenant qu'il y a eu tirage au sort, je pense qu'il y a un programme, comme je me suis manifesté dernièrement sur les réseaux sociaux, particulièrement au niveau des grandes gueules. Signalons que cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 va démarrer le 21 juin prochain en Égypte. Peter Kazadi, le chef de l'État, s'est rendu à Goma ce dimanche. L'Ebola perdure dans cette partie de la République et beaucoup de gens se posent cette question. Est-ce que cette épidémie ne devient pas politique, une arme politique? Parce que quand c'est à l'ouest, ça ne dure pas autant, parce que ça fait presque 3, 4, 5 mois, on ne sait même plus quand ça a commencé, ça ne fait que perdurer. Est-ce que le chef de l'État a mis l'Ebola parmi ses préoccupations pour les 100 jours? Oui, bien sûr que oui. Le chef de l'État a défendu les projets Ebola aux États-Unis où il venait récemment. Le chef de l'État a obtenu des promesses fermes des États-Unis de s'impliquer dans cette affaire pour que ça puisse prendre fin. Mais comme vous le dites, ça perdure et ça devient inquiétant. Jamais cette épidémie n'a aussi duré dans notre pays lorsqu'il s'agit de l'Ouest, comme vous le dites. Et même à l'Équateur, dans les Bandundu, on a connu ces cas, ça n'a pas pris autant de mois. Et pourtant, nous avons les mêmes techniciens qui ont fait face à cette situation dans les temps. Ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. On ne sent pas le professeur Mouyembe, par exemple, cette fois-ci, on ne le voit pas, on le sent pas. Je n'entends pas parler de lui, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est mis à l'écart, comme au Congo? Les gens profitent même des événements malheureux pour se faire un peu d'argent. C'est ce que nous apprenons, que cette situation serait entretenue par les personnels sanitaires. Comment pour se faire de l'argent par rapport aux ONG et tout ça? En tout cas, c'est ce que l'air que ça semble donner, puisqu'on ne peut pas comprendre qu'avec les mêmes... Nous sommes les pays les plus expérimentés. Dixième épidémie d'Ebola déjà. Voilà, donc en la matière, nous avons suffisamment d'expertise. Lorsque c'était à Monrovia, je crois, ce sont nos médecins, nos techniciens. Monrovia, c'est au Libéria, mesdames. Au Libéria, qui sont allés vaincre cette maladie. Alors, je ne m'explique pas que ça puisse aussi perdurer ici, malgré toute cette compétence. Mais il y a aussi un facteur qui peut être pris en compte, c'est l'instabilité dans cette partie de la République où il y a des attaques des groupes armés qui ne permettent pas à cantonner la population malade dans un même endroit.
Il y a eu 7 morts d'ailleurs déjà avant-hier. Ça peut être aussi la cause de cette situation, mais nous travaillons, les chefs de l'État travaillent pour que non seulement Ebola soit éradiqué, mais surtout que la paix reviennent dans cette partie de la République. Nous parlons maintenant de sport. Hein. La CAN, c'est le 21 juin. Nous sommes là, nous participons cette fois-ci. Je crois que ce sera la première CAN du chef de l'État comme président de la République. Est-ce que le chef de l'État a mis les moyens pour que cette fois-ci, les joueurs n'aient pas à se plaindre, que nous ne sommes pas payés, que nous avons... Est-ce que tout est mis en place aujourd'hui pour soutenir les fauves? Vous pouvez constater cela par la participation du chef de l'État lors du dernier match de notre équipe nationale. Face au Libéria aussi. Face au Libéria. Lui-même s'est rendu sur le terrain. Avant le terrain, il était dans les vestiaires, il était dans l'hôtel où nos joueurs étaient logés. C'est pour marquer qu'il attache beaucoup d'importance à cette équipe. Et je pense que tous les moyens seront mis à disposition de notre 11 national pour que nous puissions avoir la victoire. Je souhaite vivement que notre équipe puisse gagner et que ça puisse faire la fierté de notre pays. Ce sera peut-être la coupe. Félix Tshisekedi, ce pool, est-ce que c'est le pool de la mort selon vous? Parce qu'il y a l'Égypte, Zimbabwe, Ouganda. Je ne pense pas. Nous sommes nous-mêmes... On peut aller au deuxième tour, Peter Kazadi? Absolument. Je souhaite que nous puissions passer. Ces équipes-là ne m'impressionnent pas. Ce sont des équipes que nous avons eu à affronter dans les temps. Les autres sont moindres que nous. Mais il n'y a plus de petites équipes, hein? On en a vu. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires cette fois-ci avec la CAN. C'est un principe de la vie. Il ne faut jamais minimiser son adversaire, mais il ne faut pas non plus avoir peur de l'adversaire. Pour le surestimer aussi. Oui, parfois il faut les surestimer pour bien l'avoir, mais il ne faut pas, ce qui est interdit, c'est la peur. Moi, je reste optimiste que notre équipe peut gagner. Donc, bonne chance à nos fauves. La CAN commence le 21 juin en Égypte. Vous le savez bien. Nous prenons donc le deuxième volet, mesdames et messieurs. Nous entrons maintenant dans la politique. Nous allons parler un peu de l'élection des gouverneurs. J'ai un député provincial avec moi. Les images vraiment de ces élections n'ont pas plu. Il y a beaucoup de Quinois, beaucoup de Congolais ont été, en tout cas, la grande partie déçus par ces gouverneurs, surtout ici à Kinshasa, la base de l'UDPS. Comme j'ai un cadre de l'UDPS, il y a eu vraiment des sons discordants. Nous avons suivi la réaction de la base, ils ne sont pas du tout contents. Nous allons d'ailleurs, comme à l'accoutumée, Congo Web tend toujours son micro. Nous avons tendu le micro aux Quinois et aux Quinoises et nous ont parlé de ce nouveau gouverneur, Gentini Ngobila. Au total, 9 candidats étaient en lice pour le poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit entre autres de Laurent Batumona, Gentini Ngobila, Magloire Kabemba, pour ne citer que ceux-là. Après l'élection, Gentini Ngobila a obtenu 29 voix contre 12 obtenues par son challenger, Laurent Batumona. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, félicite le nouveau gouverneur élu. Je félicite l'élu de Kinshasa. Tout ce que je lui demande, c'est de travailler pour le bonheur des Quinois et Quinois. Nous ne sommes pas là pour déclencher directement une confrontation. On doit lui accorder du temps, nous allons l'observer. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons rebâtir cette ville. Et pour cela, nous avons besoin de votre accompagnement. Vous, des médias qui êtes en fait le quatrième pouvoir, pour relayer la vérité, rien que la vérité. De ce fait, Gentini Ngobila devient le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa en remplacement de Kimbuta Yango André, élu député national lors des législatives du 30 décembre dernier. C'est ce 10 avril que Gentini Ngobila a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa, mais son élection n'est pas acceptée par certains Quinois qui disent qu'il ne mérite pas d'être gouverneur. On a mérité des petites provinces, kaka, yumbi, ezamuke, hein, à koki angote, tala Kisasa, oyebi Kisasa n'est pas de bazar. Gentini Ngobila n'a pas, comment dire, la caractère de gouverneur de cette ville. Il est ici de Kimbuta. Qui s'est demandé que de moi, on l'a les 5 jours civilement. C'est un homme qui, bon, d'abord la ville est trop sale. Il y a l'insécurité. Rien ne marche au Congo ici à Kinshasa.
et donner Jean-Thénin Ngobela comme gouverneur, c'est nous faire souffrir. D'autres, par contre, lui donnent la chance de travailler seulement et le demandent de veiller à la gestion de la ville. Je ne connais pas tellement, mais Dieu le connaît. Dieu seulement le connaît et je souhaiterais qu'il puisse faire le mieux pour cette ville. Il faut le voir à l'œuvre parce que le problème de Kinshasa, ce n'est pas vraiment un problème d'homme. C'est un problème de la conscience et d'avoir un bon programme et d'affecter ce que la population est en train de mettre à la disposition de la ville, au service de la ville. Parce que la ville de Kinshasa ne reflète pas l'image d'une capitale d'un État. Tout d'abord, elle a été, donc la capitale, elle a été mal gérée par celui qui était là. Et je cite même son nom, André Kimbota. Nous voyons de par-ci par-là des poubelles. Donc, je lui demande de fournir un grand effort. Notons que le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa a du pain sur la planche, cela au regard de la situation qui prévaut actuellement dans la ville, notamment l'insalubrité, l'insécurité, le banditisme et autres défis à relever. Peter Kazadi à suivre les voix obtenues par Laurent Batoumona, 12 voix. Donc cette fois-ci, l'UDPS, votre parti, a bien suivi le mot d'ordre. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc c'était tout à fait prévisible que Laurent Batoumona ne puisse pas gagner. Oui, numériquement, si on ne pouvait que se baser sur les voix du parti, on ne peut pas dire que l'UDPS, nous sommes les groupes qui a le plus de députés. Si la logique du groupe qui a plus de députés prévalait, c'est Batoumona qui allait être élu. Expliquez un peu, je comprends pas. C'est-à-dire que l'UDPS a 12 députés. À 12 députés, oui. Le PPRD en a 6. Ah, 6. Ah, par rapport à ça, oui. C'est pas par rapport au combo. Ça, c'est par rapport au parti. Oui, par rapport au parti. Nous avons cru que dans une assemblée comme celle-là, on pouvait choisir les meilleurs. Et M. Batoumona a présenté les bons profils pour diriger la ville, d'autant plus qu'il n'est pas trempé comme beaucoup d'entre eux. On n'a pas à se voiler la face, Jean-Thénin Ngobela, c'est le dossier Yumbi qui pèse sur ses épaules. Donc pour vous, Laurent Batoumona aurait été le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa parce qu'il n'a pas de dossier, il n'a pas de squelette dans les placards. Lorsque vous suivez les commentaires de la population, comme nous venons de les voir, vous voyez, on fait chacun des candidats. On a fait avant les élections, on a fait pendant les élections, ça continue à se faire après les élections. Mais ici, moi, je suis un responsable politique, je suis député provincial, comme vous m'avez présenté. Je prends acte de... Et vous vous êtes plaint, j'ai suivi personnellement, j'ai lu votre tweet, vous vous plaignez de cette coalition, qu'ils ne sont pas sincères, vos partenaires. Pourquoi, pourquoi vous avez dit ça? C'est le cas de les dire, on ne peut pas... Mais jusqu'à 1h du matin, vous étiez là, vous étiez en train de causer, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas prétendre être dans une coalition, c'est-à-dire des alliés, et que chercher en même temps à tout prendre au détriment de votre allié. Vrai mais vous avez discuté avant, non? C'est ce que la population ne comprend pas. Vous nous avez dit depuis jusqu'à 1h du matin, vous étiez là en train de discuter. Oui, est-ce que vous n'avez pas trouvé un compromis? Il n'y a pas eu de compromis, sinon ça allait se faire de manière beaucoup plus sereine que ce qui s'est passé. Ce qui est à déplorer, il faut constater que ces élections ont apporté plus de tristesse dans notre population que le bonheur que le peuple cherchait. Les gens voulaient voir les pays connaître des hommes nouveaux, avec des mentalités nouvelles, avec une vision tout à fait différente de la vision passée. Mais cette coalition-là, c'est pas ça qui gâche un peu la fête aussi, parce que nous suivons la réaction de la base, ça sera le prochain élément, mais la base semble ne pas être contente de vous, la base semble ne pas être contente de ce deal, de cette coalition, parce qu'ils se disent, comment ce sont les mêmes personnes qui reviennent? Comment vous allez changer cela? Je suis un responsable. Je dénonce le comportement de nos partenaires du FCC. Vous pensez qu'il y a un deal que nous aurions signé avec les FCC pour qu'ils ravissent tout et que moi, je viens aujourd'hui devant un plateau de la télé dire que je suis mécontent de ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de deal du tout.
Nous essayons de formaliser cette cohabitation souhaitée par le président de la République d'abord, puisqu'il avait dit, avant même son élection, que sa main restait tendue pour tout le monde. Lorsqu'il y a eu élection, les amis du FCC ont eux-mêmes exprimé leur volonté d'aller dans une coalition avec nous. Maintenant, c'est le temps d'appliquer cette coalition. Le président de la République a dit que nous devrions maintenant fédérer autour des idées nouvelles et non pas continuer avec les anciennes méthodes qui consistent à brimer la population, à saigner les caisses de l'État en blanc. Ça s'est déjà fait, je disais, je suis un responsable, je suis un député provincial, je prends acte de l'élection. Ça va continuer comme ça, ce mécontentement, parce que mais vous savez, ça a déjà fuité. Nous avons eu vent que pour les discussions pour le gouvernement, la composition du gouvernement, le FCC exigerait ou demanderait 80% et que l'UDPS n'aurait que 20%. Est-ce que ça va continuer comme ça? Comment ça va se passer? Je ne suis pas au courant de ce que vous dites, mais ce que moi je peux vous dire sincèrement est que si ça continue comme ça, nous risquons d'assister à une situation qui sera incontrôlable, puisque la population est très mécontente. Juste après les élections, au siège de l'UDPS, temple de la résistance, qui a combattu le régime de M. Kabila durant tout son mandat, j'ai vu l'effigie de M. Kabila où on les louait pour avoir facilité l'alternance. Au jour d'aujourd'hui, personne ne supporte voir l'effigie de Kabila passer même devant la permanence du parti. Il y a une, une désillusion? Non. Non. Il y a on déteste maintenant la personne de Kabila par le peuple congolais, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ce qui s'est fait, ce n'est pas ce qui était attendu. Donc, moi je pense que si ça ne change pas, sincèrement, nous risquons d'assister à une situation que personne ne saura contrôler. Vous avez vu avec les élections des sénateurs, la population est sortie dans la rue spontanément. Et moi, je crains que la prochaine mobilisation soit plus forte que la précédente. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous ai vu aussi pendant l'élection des gouverneurs, on a ouï dire qu'il y avait trop de pression. Ça s'est fait aussi partout en RDC, que les députés ne votaient pas seuls, qu'ils étaient accompagnés de quelqu'un pour les surveiller. C'était vraiment réel? Nous venons de voir ça sur les images dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On a vu les candidats à Magloire et un autre collègue, 3 collègues d'ailleurs, qui se plaignaient de ces faits-là. Nous avons vu les gens, je me permets de les citer, M. Nsapo Kalimas, qui a dirigé les provisoires de manière lucide et avec beaucoup d'extérité, s'est fait accompagner par un monsieur. C'est monsieur qui a dirigé les bureaux provisoires, qui a toute sa lucidité, s'est fait accompagner. Alors, au Katanga, n'en parlons même pas. Partout ailleurs, on a vu des gens qui savent lire et écrire, qui ont une vision correcte, qui ont participé à l'élection du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, du bureau définitif. Et ces gens-là, du coup, ils deviennent des inaptes qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni même voir. Doit-on, Peter Kazadi, à cette allure, changer le mode de scrutin? Absolument, absolument, il faut qu'on change, puisque ça déphase avec l'opinion exprimée par la population. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas un parti politique, un indépendant, il n'a aucun député dans une assemblée, il vient, il gagne. Mais c'est sur base de quoi? On ne peut pas expliquer ça. Le nouveau gouverneur, c'est vrai, vous avez suivi cette population, ils ont dit, bon, laissons-le travailler d'abord, mais le dossier Yumbi, est-ce que ce ne sera pas une épine dans le pied des Gentilini Ngobila? C'est dossier, une épée de Damoclès vous sur savez, sa tête. Moi, je suis avocat, il y a les principes de présomption. C'est vrai que il y a des soupçons qui pèsent sur la personne de M. Ngobila. Mais cela ne signifie pas qu'il est nécessairement coupable. Il faut laisser la justice faire son travail. Il semble qu'il y a même des enquêtes au niveau international. Attendons patiemment voir les conclusions de ces enquêtes. Nous restons toujours dans ce dossier, mesdames et messieurs. Nous allons suivre la déclaration de Yokabaz par rapport à l'élection de gouverneur. Vous avez suivi, ça a été un tollé. En tout cas, la base n'est pas du tout contente par rapport à cette élection, surtout pour la ville de Kinshasa. Nous avons aussi la déclaration de la nouvelle société civile du Congo, toujours par rapport à l'élection des gouverneurs.
Nous, fils et filles, voyants combattants et combattantes, actifs sur l'étendue du territoire national, unis autour de l'association politique dénommée Yokabaz. Appuyons et soutenons avec détermination les choix judicieusement équitables de la coalition CASH en faveur de candidats gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, respectivement les honorables Laurent Batoum et Jekoko Moulumba, que nous prédisons ticket gagnant au regard de leurs projets innovateurs, leur expérience de travail et intégrité morale qu'ils incarnent pour améliorer le bien-être de la population quinoise. 2. Yokabaz soutient et appuie tous les candidats gouverneurs alignés sur l'ensemble du territoire national par l'UDPS, à qui nous assurons et souhaitons plein succès et victoire. 3. Yokabaz exhorte tous les députés provinciaux élus de l'UDPS, de l'INC et autres de prendre cette fois-ci conscience de leurs responsabilités et d'unité en vue de prouver à la face du monde et à la base qu'ils sont réellement de cadres intègres et aux valeurs irréprochables, disposés à combattre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit, pour par le président de la République, chef de l'État, Fati. 4. Yokabaz encourage le travail que l'UDPS abat dans l'accomplissement de ses missions pour consolider les acquis de la démocratie et lance un appel patriotique à l'honorable président Jean-Marc Kabound à Kabound, à l'honorable Peter Kazadi Kankonde, à M. Augustin Kabouya, à M. Jacquemaine Chabani et autres cadres de se concerter et arrêter toutes les mesures possibles visant la prévention d'une éventuelle eschatologie électorale telle que vécue récemment aux élections sénatoriales. Nous sommes Yokabaz, nous soutenons les actions du chef de l'État. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est ce mercredi que les députés provinciaux voteront pour les gouverneurs et leurs vices. Pour ce faire, la nouvelle société civile congolaise les invite à faire un choix judicieux. Elle met aussi en garde contre toute tentative d'élire ceux qui ne sont pas porteurs d'un agenda de développement. La nouvelle société civile congolaise vous suggère de voter pour le gouverneur et le vice-gouverneur au service du peuple et non ceux qui seront à la solde de leur parti politique et autorité morale. Les votes du 10 avril est une occasion pour les élus provinciaux de redorer leur image en votant utile après les allégations de corruption à l'élection sénatoriale, a déclaré la nouvelle société civile congolaise. Vu les illégalités qui ont émaillé les élections sénatoriales du 15 mars 2019 et le soupçon des allégations graves de corruption qui pèsent sur votre chef, vous voilà en face d'une bonne opportunité de redorer votre image ternie en votant pour les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Jonas Tchombela appelle en outre le peuple congolais à prendre dans la non-violence d'assaut les assemblées provinciales en vue de faire pression sur les élus pour un choix du peuple. Nous rappelons la population congolaise de converger massivement dans la non-violence ce 10 avril 2019 vers le siège des assemblées provinciales sur l'ensemble du pays en vue de faire pression sur nos élus pour qu'ils arrivent à respecter le choix du peuple et aspiration au changement en votant pour les gouverneurs et vice-gouverneurs au service des citoyens et non ceux qui seront à la solde des partis et de leur autorité morale. La nouvelle société civile congolaise souhaite voir les gouvernorats du pays accueillir les nouveaux locataires soucieux du changement et du développement de provinces de la RDC. Peter Kazadi, est-ce que les députés provinciaux de votre parti, de l'UDPS, ont-ils redoré leur blason terni lors des sénatoriales? Parce que cette fois-ci, ils ont respecté le mandat. Oui, je crois que c'est le cas de le dire. Et nous nous sommes honorés nous-mêmes, nous avons honoré notre base, nous avons honoré le peuple congolais, nous avons honoré notre parti et nous avons fait la fierté
il faut dire que cette fois-ci, nous sommes les seuls partis qui ont respecté les mots d'ordre, puisque les autres, nous apprenons de gauche à droite des demandes d'explication. Je suis content, d'autant plus que je suis le président du groupe parlementaire de l'UDPS au sein de l'hémicycle de Kinshasa. Je me suis senti moi également honoré et fier de mes collègues députés. J'ai posté que je vous recevais tout à l'heure. Un internaute m'a dit de vous poser cette question. Peter Kazadi, vous êtes dans Cash, donc avec l'UNC. La population ne comprend pas le silence assourdissant de l'UNC par rapport à tout ce qui se passe. Comment l'UNC ne réagit pas? Je ne sais pas. L'UNC n'a pas de députés provinciaux à Kinshasa. Donc, mais... les 12 sont tous de l'UDPS, donc l'UNC n'est pas directement concerné par les débats. D'où peut-être ce qui explique qu'elle ne s'exprime pas trop sur les sujets pour ne pas peut-être se mettre sur les dos certaines sensibilités. Voilà. Nous revenons encore par rapport aux députés provinciaux. C'est vrai que quand on regarde la configuration de la République démocratique du Congo, Cash ou l'UDPS n'a qu'un seul gouverneur, je crois que c'est au Kasaï oriental. Merci, parce qu'avec cette division, j'y arrive pas. Est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec pour vous? Non. Comment le FCC peut rafler sur papier, ce qu'il faut reconnaître tous les gouvernorats. Sur papier, l'FCC constitue la majorité à travers le pays, dans toutes les assemblées provinciales, sauf au Kasaï. Mais sociologiquement, c'est Cash qui incarne les aspirations populaires. La preuve en est que partout où on a élu les députés FCC, il y a eu soit la violence ou alors c'est la détresse dans la population. Les amis doivent comprendre les messages. On ne gouverne pas un peuple par défi. Nous avons dépassé l'étape de la dictature, nous sommes en démocratie, il faut savoir tenir compte de ce que pense l'opinion. Est-ce qu'il n'y a pas cassure entre ces députés provinciaux et la base? Parce que bien sûr, je prends l'exemple là où se trouve Mende, et Mende doit être gouverneur dans le Sankuru, voilà. Mais on a appris qu'aucun député n'est venu pour voter. Il donc, a été présenté comme le meilleur élu. On ne comprend pas cette... avec plus de 80 000 voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre que du coup, c'est la population qui refuse de voir Mende devenir gouverneur? Je dis bien, c'est la population de Sankuru. Cette population qui prétendument lui a voté à 80%. Moi, je crois qu'il est temps maintenant d'écouter ce que fait le peuple. C'est très important. L'étape de gérer les gens par défi est révolue. Il faut respecter la population. Il faut écouter ce que demande le peuple. C'est l'unique voie pour nous d'aller vers le développement. Est-ce que le président de la République aura la tâche facile de gouverner avec ces gens qui ne sont pas de son... C'est vrai qu'il y a coalition, il n'y a rien à dire, mais eux, ils ont leur autorité morale. Respecteront-ils le président de la République ou leur autorité? Qui viendra avant? Qui aura... Moi, je pense que ce qui va prévaloir, c'est la loi. C'est la loi. Le président de la République, c'est une institution constitutionnelle. Il y a des lois qui réglementent le fonctionnement de la République. Si quelqu'un estime que lui est super homme ou super dame pour ne pas respecter les lois de la République, la loi de la République les rattrapera. Et cette fois-ci avec l'appui de la population. Il faut qu'on fasse attention. Les Congolais d'aujourd'hui n'est pas les Congolais d'hier. Vous faites gaffe, cette population va sur votre... C'est pas l'incitation à la, non, ce n'est pas à la violence, Peter Kazadi? Non. Écoutez, je répète que le temps de diriger par défi est révolu. Ça appartient au passé. Maintenant, il est temps soit de faire un consensus et surtout d'écouter ce que veut le peuple. On gouverne pour la population, on ne gouverne pas pour soi-même et sa petite famille. Ça, il faut qu'on se le dise, il faut que chacun de nous intériorise. Je le dirai, je le répéterai, je le dirai et le dirai encore que la population congolaise d'aujourd'hui, elle est différente de celle d'hier et elle est très vigilante pour suivre tout ce qui se passe, établir des responsabilités dans les comportements de chacun d'entre nous. Donc nous devons comprendre que nous devons travailler pour ces peuples
et non pas pour nos... J'ai lu, c'est vrai que nous n'avons pas cet élément ici, mais comme j'ai un cadre de l'UDPS avec moi, la jeunesse, la JUDPS a écrit un communiqué, la Ligue des Jeunes, merci, a écrit quelque chose par rapport à cette coalition. On veut cette cassure. Comment le chef de l'État va-t-il s'y prendre pour casser cette coalition? C'est ce que vous avez dit. On doit écouter le peuple et le peuple ne veut pas de cette coalition. Partout où il passe, je l'ai suivi d'ailleurs dans les images aujourd'hui, Félix Sekobangate, il faut déboulonner. Comment il va faire pour se passer de cette coalition? C'est ça que le peuple veut. Ce que toutes les couches sociales de notre pays demandent aujourd'hui, c'est les changements. Les statu quo, non. La Ligue des Jeunes a parlé. C'est un point de vue qui reflète le point de vue de la majorité du peuple congolais. Tout simplement parce que nos partenaires de FCC semblent continuer dans les pratiques du passé, ce qui n'est pas bon. Il faut que les gens comprennent qu'on doit changer. On doit faire les choses autrement. Vous avez opté pour une voie, respectez cette voie. Ça ne sert à rien de se montrer malin à tout bout de champ. Ça ne sert à rien. J'ai suivi aussi un tweet de Vidier qui a dit à vouloir trop gagner, on risquerait de tout perdre. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous menacez vos partenaires? Non. Non, pas du tout. Cette sagesse, quand moi je suis né, je l'ai trouvée. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. De tout perdre. Oui. C'est une sagesse que nous avons trouvée et c'est un conseil qu'on donne aux amis. Nous sommes édifiés par les comportements de la population par rapport à toute cette malignité qui est en train de se faire. La population réagit toujours négativement. Cette population est plus nombreuse que les 300 et 500 députés nationaux, que les 120 sénateurs, que quelques 40, 20, 30, 50 députés provinciaux. La population est plus nombreuse. Il faut savoir l'écouter. C'est ce que nous demandons. Nous restons dans l'UDPS. Je profite de l'occasion. Est-ce que c'est vrai que Jean-Marc Kabound a quitté l'UDPS parce que nous avons appris qu'il a créé son propre parti ou un courant au sein de l'UDPS? C'est quoi cette histoire? Un parti politique, je ne suis pas au courant. Ce que je sais qu'au sein du parti, il y a toujours, vous venez de suivre ici, des amis qui se sont présentés comme Yoka Baz. Ce sont les membres de l'UDPS. Il y a les amis de Maître Peter Kazadi, qui sont tous membres de l'UDPS. Il y a les amis d'Augustin Kabouya, les amis de ceci, de cela. On parle ici de la décision. La décision finale, c'est une structure c'est la décision finale, qui a vu les jours avant les élections, qui a accompagné Jean-Marc Kabound dans sa campagne. Ce sont des gens qui les supportent. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas. Voilà, chers internautes, il ne s'agit pas d'un parti politique. Peter Kazadi l'a dit, ce n'est qu'un courant, peut-être que... Oui, un courant. Au sein du parti. Comme d'ailleurs ça se fait partout au monde. Voilà, vraiment, je ne peux pas quitter puisque beaucoup d'internautes m'ont dit de vous poser encore cette question, Peter, en tout cas, permettez. Cette vidéo de Jean-Marc Kabound par rapport à Kisantou, ça fait le buzz, hein, que M. Rouberois a posté, ou selon certaines indiscrétions, ça a été posté dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une façon pour M. Rouberois de dénigrer un peu l'UDPS ou de dénigrer Jean-Marc Kabound ou à Kabound? Parce que ça fait le buzz, cette vidéo. Oui, ça fait buzz comme c'est d'habitude. Il suffit que sur ces plateaux, ma chemise déboutonne, il y a une partie de ton corps qui se voit, et on en fait un problème. Mais alors, est-ce que monter sur un cheval... Mais les propos tenus par ce monsieur n'étaient pas assez dégradants, humiliants pour Jean-Marc Kabound? Non. Nous disons nous-mêmes, nous, au sein de l'UDPS, nous disons nous sommes maintenant un parti au pouvoir. Ça veut dire que nous devons changer certains comportements. C'est ce que M. Robert, fraternellement, a voulu dire. Ah, voilà ce que les pouvoirs amènent. Mais les pouvoirs n'amènent pas quelqu'un à monter sur le cheval. Moi, j'ai eu à monter sur le cheval sans être au pouvoir. Donc, si aujourd'hui on me trouve en train de manger dans un restaurant, on va dire, bon, voilà, il commence à manger dans les restaurants. Mais c'est normal. On vous le reproche d'ailleurs d'être aussi en déphasage avec la base. Aujourd'hui, vous roulez carrosse, vous voyagez. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu marcher à pied. Aujourd'hui, on va dire que j'ai acheté la voiture puisque nous sommes au pouvoir. Pas du tout. Alors, donc,
Donc, et puis c'est aussi normal que les gens qui n'ont pas travaillé pendant beaucoup de temps, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ont un salaire, qu'ils puissent reconstituer leur vie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important et qu'il faut souligner, et c'est ça ce que moi je peux accepter comme reproche, si ce n'est que les cadres que nous sommes, qui nous retrouvons demain dans les institutions, et que cette base qui a peiné pendant des années ne puisse pas trouver du travail, ça on nous reprocherait ça sévèrement. Et voilà pourquoi il est bon que tous les dirigeants du parti, nous puissions regarder dans un sens où nous devons procurer de l'emploi à ces millions de gens qui nous ont accompagnés durant des années. Donc ils ont aujourd'hui les droits, non seulement les combattants du parti, mais les Congolais qui sont à 80% chômeurs. Si donc nous, et Félix Tshisekedi au pouvoir, nous n'arrivons pas à donner du travail à ces gens, demain ils vont se retourner contre nous. Nous allons terminer ce dossier de l'UDPS par rapport à toutes ces associations, les Assofachi, les Fachi, tout. Est-ce que pour vous c'est une façon aussi de soutenir les actions du président de la République, ou c'est une façon simplement de lui soutirer un peu d'argent? Parce que les gens se disent, pourquoi tout ça? C'est pas le culte de la personnalité, on ne veut pas déifier le président de la République, toutes ces associations étaient où et pourquoi seulement maintenant qu'il est président de la République? Je vais parler de mon cas avant de parler des cas du président. Il y a des amis qui me suivent à la télé, qui se constituent en groupe de soutien à Peter Kazak. Ils me surprennent parfois. Ils m'amènent des t-shirts frappés avec mon effigie, des dépliants parlant sur ma vie. Ce sont des Congolais qui se prennent en charge. Ça, les gens ne le savent pas. Moi-même, du jour au jour, je suis surpris de voir des gens qui m'appellent de gauche à droite, non pas pour que je leur donne de l'argent, mais ils viennent sincèrement nous soutenir, tout simplement parce qu'ils estiment qu'en nous, nous portons certaines valeurs qui peuvent être utiles pour la société. De même pour les gens qui se constituent autour du président Félix Tshisekedi. Et je dois vous dire que les gens ont commencé à soutenir le président Félix Tshisekedi, alors président de l'UDPS. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur parce qu'il est devenu président de la République. Il y a l'enthousiasme populaire qui se manifeste. Mais aussi, je vais ajouter, tout homme politique qui est porteur d'une vision, quelle que soit la portée de cette vision, si elle n'est pas accompagnée par la population, la vision est nulle. Moi, je suis content que la vision du président Félix soit soutenue. Je viens du Katanga. J'ai trouvé des gens qui se sont organisés là-bas, en groupe, pour accompagner le président de la République dans sa philosophie de déboulonner la dictature et la corruption. Ils m'ont parlé, ils m'ont donné leur cahier des charges, ils sont sur terrain. Des gens pareils, moi j'ai travaillé avec eux pour qu'ensemble nous puissions accompagner la vision du chef de l'État, dès lors que cette vision est bénéfique pour la société. Donc on ne va pas considérer des gens comme cela, comme les commandeurs qui sont en train de chercher l'argent. Non. Nous restons toujours, mesdames et messieurs, dans ce dossier des élections. Nous allons parler de la publication des résultats provisoires des élections à Beni, Butembo et Yumbi, et le second tour des élections de gouverneurs. Vous le savez, hein, il y a eu aussi ballottage pour certains candidats. Nous allons avoir plus de précisions, s'il vous plaît. Cette annonce des résultats provisoires par la CENI intervient 10 jours après les élections législatives nationales et provinciales à Beni, Beniville, Butemboville et Yumbi. Selon l'annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, 15 candidats ont été élus à la députation nationale dans ces deux provinces. À la députation nationale. Conformément à la décision de la plénière de la CENI, sont provisoirement déclarés élus dans la circonscription de Beni. 1. Zanzu Kassivita Kari, AABC. Il a obtenu 20 627 voix sur les 39 264 obtenus par la liste. 2. Kamalemate Mathieu. 15 autres ont été élus à la députation provinciale. La députation provinciale.
Aluku Katakia Ansel, AAPC, 11 193 voix sur les 37 230 voix obtenues par la liste. 2. Paluku Ngangodi Jean-Paul. Les candidats malheureux devront recourir à la Cour constitutionnelle pour toute contestation. Rappelons que l'élection législative nationale et provinciale dans ces deux provinces ont eu lieu le 31 mars dernier. À noter également que les scrutins de gouverneurs et vice-gouverneurs de province auront lieu ce mercredi 10 avril 2019. 4 provinces sont concernées par le second tour des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Il s'agit notamment des provinces de la Chopo, du Kasaï central, du Olomami et du Nord-Ubangi. À cela s'ajoute la province du Sankuru, suspendue pour des raisons techniques selon la CNI. S'agissant de la province du Sankuru, l'élection du gouverneur n'a pas eu lieu ce samedi 13 avril 2019 comme prévu par la CENI. Sur les 27 députés que compte l'organe délibérant, seuls 8 se sont présentés. La majorité des députés n'ont pas foulé le sol de l'hémicycle en signe de protestation contre la candidature unique de Lambert Mende Omalanga. Dans la province du Kasaï central, Martin Kabouya a été élu comme gouverneur avec 16 voix et Ambroise Kamukoni comme vice-gouverneur. Ici, 5 des 7 députés provinciaux de l'UDPS ont participé à ce second tour malgré l'ordre donné par la hiérarchie du parti de boycotter ces scrutins. Dans la province de la Chopo, le candidat indépendant Wale Lufungula a été élu gouverneur avec 17 voix sur 29 votants contre 10 pour son challenger du FCC, Constant Lomata. Dans le Olomami, le candidat indépendant Massangou Poyolenge Marcel a été élu gouverneur avec 16 voix. Il a battu le candidat du FCC et gouverneur sortant Kalenga Mwenzemi qui a obtenu 9 voix. Peter Kazadi, comment expliquez-vous l'absence de députés dans cette partie de la République, de Tembo, Beni, Beniville et Yumbi? Presque pas de députés. Non, à Yumbi, il faut dire que nous n'avions pas aligné des candidats. Pourquoi? Nous en avions aligné, mais les preuves de paiement étaient arrivées en retard, donc la candidature n'était pas retenue. N'était pas validée. Oui. Et à maintenant, par rapport à Butembo, nous avons aligné des candidats. Les urnes ont parlé, nous avons perdu. Il faut s'incliner. Tout simplement. Oui. Vous ne vous battez pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a animosité? Les gens ne vous aiment pas là-bas, c'est pas possible. Et pourtant, vous êtes implanté dans toute la RDC. C'est un parti des combattants. Nous savons nous battre. Et nous battre certainement. On s'est battu, on a perdu. On prend acte. On ne peut pas dire que la population ne nous aime pas. La majorité de la population a opté pour d'autres candidats. Nous avons certainement obtenu des voix, mais qui n'ont pas permis à sortir les députés. Il y a des voix qui disent, une certaine opinion qui disent que c'était d'ailleurs pour ça qu'on a interdit, en fait on a empêché, pas interdit, mais on a empêché à cette population de lire les candidats de... Ça sera toujours clos. Ce débat-là a été mené. C'est pour empêcher des milliers de voix de voter pour un candidat de l'opposition, un autre candidat de l'opposition. Dans la requête de M. Fayoulou, il avait souligné ces cas. Il a été démontré que même si toutes les voix de ces deux partis de la République lui ont été données, il n'allait pas gagner. Nous allons prendre maintenant ce débat-là. Vous êtes juriste, je prends ce volet-là. Cette bataille entre le Conseil de la magistrature et le Conseil d'État. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? On n'y comprend plus rien. Chaque jour qui passe, il y a des communiqués, des communiqués, des communiqués. Dites-nous d'abord, premièrement, Peter Kazadi, c'est quoi le Conseil d'État? C'est quoi le Conseil de la magistrature? Quelles sont les prérogatives? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils se battent aujourd'hui par rapport à ces élections de gouverneurs? Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une instance qui regroupe les responsables des chefs des juridictions, les hauts magistrats qui trônent à la tête des hautes juridictions de la République. Tandis que le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative qui est comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation.
le Conseil d'État a son président, qui est M. Vundao. Qui prédomine sur l'autre? Non, ce sont des institutions séparées, chacune avec ses missions. Alors, il s'est fait que dans les cas actuels... Aucun conseil n'a prédominance sur l'autre, non? Non, chaque instance, chaque cour a ses attributions propres. La Cour constitutionnelle se limite à juger le chef de l'État en cas de haute trahison. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Et à juger la conformité des lois, à juger les conflits électoraux, n'est-ce pas? Il y a la Cour de cassation qui est une juridiction pénale qui s'occupe de la cassation, qui examine les dossiers en recours en matière pénale. Et puis il y a le Conseil d'État qui est en réalité une juridiction administrative. Il n'y a pas d'interférence du tout entre les trois. Okay. Ici, je constate que le Conseil d'État a pris une décision. Cette décision qui doit être appliquée au nom exécutoire. Ah oui, c'est la plus haute instance en matière administrative. Donc, la Cour a pris sa décision, qui est normalement inattaquable, puisqu'il n'y a pas une autre instance au-dessus de la Cour du Conseil d'État plutôt. Mais je vois les autres membres d'autres institutions qui se réunissent en Conseil d'État, qui prennent la décision de considérer l'arrêt ou la décision du Conseil d'État comme inexistant. J'ai fait 5 ans d'université, j'ai lu beaucoup de livres de droit, je suis avocat depuis plusieurs années. De ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille se passer, ni dans ces pays, ni ailleurs, où les gens se réunissent, soit-ils des magistrats, décident d'anéantir la décision du Conseil d'État, d'une juridiction. Les décisions judiciaires sont cassées conformément à la loi et à la Constitution. Nulle part, ni dans les lois de la République, ni dans la Constitution, il est prévu que le Conseil supérieur de la magistrature puisse casser une décision judiciaire. Même du tribunal de première instance. Non. Il n'y a qu'un tribunal supérieur qui peut casser la décision du tribunal inférieur. Mais ici, ce qui vient de se passer, ça m'étonne. Mais qui sera l'arbitre dans tout ça? Parce que c'est une cacophonie, là, on ne comprend plus rien. L'arbitre, le commandant suprême, reste le chef de l'État. C'est à lui de trancher cette situation? Ah oui, c'est parmi ses missions constitutionnelles. L'article 69 lui donne le rôle d'arbitre et de garant du bon fonctionnement des institutions de la République. C'est pour cette raison-là que le chef de l'État, dans une réunion interinstitutionnelle, avait tranché les différends entre les procureurs près la Cour de cassation et la CENI. Le procureur près la Cour de cassation, en tant qu'institution, en tant qu'organe judiciaire, avait décidé d'ouvrir des enquêtes tout en demandant à la CENI de ne pas progresser, puisque en progressant, on allait commettre des infractions. La CENI a refusé. Le chef de l'État les a mis autour d'une table, il a arbitré, il a tranché, il a demandé à la CENI de repousser un peu les élections et de laisser le parquet près la Cour de cassation faire son travail. Donc moi, je pense que cette cacophonie risque de constituer un précédent malheureux. Et quelqu'un m'a dit, puisque mon émission est aussi interactive, quand je dis que je reçois quelqu'un me dit, d'ailleurs je vous le pose en lingala parce que ça m'a tellement choqué. Alors il faut qu'il y ait des juristes si le pays est comme ça, parce que chacun sort des lois, chacun ne comprend pas et tout ça c'est votre faute. Si on est comme ça aujourd'hui, parce que c'est vous les juristes, vous ne savez pas vous situer, on ne sait plus où on est. Oui. C'est à cause des juristes, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce sont les juristes qui mènent la danse et qui nous mettent dans un flou total. Oui, je crois qu'à première vue, la personne qui a posé cette question a raison. Mais depuis l'université, j'avais appris que le droit est au service de la politique. Mais ailleurs,
on se sert des doigts pour résoudre des problèmes politiques. Les conflits politiques, mais sinon les problèmes de la société. On peut prendre une décision judiciaire qui peut même un peu sortir de la loi pour justement rétablir la paix sociale. Mais ici, chez nous, il y a des décisions, en tout cas des juristes qui inventent des thèses pour nuire à la société. Ça devient immoral. C'est inacceptable. Nous devons utiliser notre connaissance juridique pour résoudre les problèmes de la société. Puisque quand la société est en péril, même vous les juristes, vous allez périr avec. C'est criminel, moi j'estime, qu'il y ait des juristes qui inventent des théories juste pour faire mal à la société. Pour faire mal à la société et... C'est malheureux. Peut-être au chef de l'État aussi. Le droit n'est pas une science exacte. Exact. Chacun peut développer sa thèse, mais ce qui doit nous unir tous, c'est le bon sens. L'envie de sauver la société, de donner des solutions aux problèmes qui se posent à la société. Dès lors que cette décision est prise, elle est légitime, acceptée par la population, et elle fait droit. Et doit être respecté par tous. Nous allons maintenant nous allons mettre cap maintenant sur les activités du chef de l'État. Vous le savez, le chef de l'État s'est rendu, il est depuis ce dimanche à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors nous avons tendu notre micro pour poser la question à cette population par rapport à la volonté du chef de l'État de déboulonner le système précédent. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis qu'il a prononcé ces mots, vous le savez. Et nous allons aussi mettre l'accent sur son séjour à Lubumbashi. Le chef de l'État s'y est rendu parce qu'il y a urgence, il y a vraiment beaucoup de choses de pas bien qui se déroulent à Lubumbashi ces derniers temps. Le chef de l'État a tenu son conseil de sécurité. Merci Peter Kazadi. Le conseil de sécurité à Lubumbashi et plusieurs décisions ont été prises. Une des grandes décisions, c'est la démilitarisation des zones minières. Vous le savez, il y a beaucoup de documentaires passent dans les médias étrangers où on voit les militaires qui sont là en train de protéger certaines concessions minières et tout ça. Donc le chef de l'État a levé l'option qu'il n'y ait plus de militaires dans ces concessions-là. Donc plus de détails, s'il vous plaît. Pour les tout premiers voyages à l'intérieur du pays depuis son élection, Félix Tshisekedi Tshilombo a foulé ce vendredi 12 avril la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Dès son arrivée à l'aéroport de Luano, le chef de l'État congolais était accueilli par les autorités de la ville, parmi lesquelles le président de l'UNAFEC, Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo compte tenir le Conseil supérieur de la défense dans la ville qu'il préfère. Objectif visé, examiner la problématique d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Le chef de l'État va également réunir autour de lui tous les responsables du gouvernement concernés pour le fonctionnement du poste frontalier de Kasumbalesa. Durant son séjour de 3 jours, Félix Tshisekedi se rendra aussi dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga. Au Conseil sur les relations extérieures à Washington, le chef de l'État n'y était pas passé par le dos de la cuillère. Félix Tshisekedi veut se débarrasser du système trouvé sur place qu'il qualifie de dictatorial. Une prise de position du chef de l'État qui ne laisse pas la population indifférente. À Kinshasa, certaines personnes pensent que c'est une belle initiative qui doit se concrétiser. Merci beaucoup pour la question. Bon, il fallait au moins, nous l'avions beaucoup attendu, tout ce qu'il a dit c'est bien. Dire c'est mieux, mais le fait de les réaliser c'est ça qui pose problème. Maintenant il fallait à lui de se débarrasser totalement de ce qu'au moins il fait sentir comme l'empêchement au moins. Je pense que c'est une très bonne chose parce que la dictature nous a fait souffrir pendant longtemps. Nous sommes dans cette situation tout simplement parce que il y a des mauvaises personnes qui ont voulu mettre KO ce pays. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit s'élever pour mettre fin à tout ça. Et je crois que le président de la République a raison. Si vraiment il tient sa parole, et je crois que ça permettra à ce que ce pays puisse aller de l'avant, que ça permettra à ce qu'il puisse avancer. Et nous, tous, nous serons derrière lui pour lutter contre ces régimes dictatoriaux-là. D'autres estiment que si le chef de l'État ne réalise pas ses promesses,
Cela risque de les mettre en disgrâce avec les Congolais. C'est nous, peuple, qui donnons les pouvoirs au chef de l'État. Parce que s'il continuait toujours à faire tout ce qui était de l'ancien régime, nous allons l'arracher ces pouvoirs-là. Parce qu'il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Parce que s'il continuait toujours avec toute cette histoire de l'ancien régime, nous n'allons pas venir encore une nouvelle fois pour lui donner encore un nouveau mandat. À en croire ces Quinois, les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi devra trouver de voies et moyens pour y parvenir et atteindre ses objectifs. L'appui de la population, mais également celui de la communauté internationale, reste de mise, ont-ils conclu. Déboulonner le système précédent, c'était les mots du chef de l'État lors de son précédent voyage. Belle initiative selon ce compatriote. Dire c'est bien, réaliser c'est mieux. Il a ajouté, correction de Peter Kazadi, est-ce que pour vous c'est pas aussi, ces propos du chef de l'État, ce n'est pas aussi pour nous endormir un peu, Peter Kazadi? Parce que comment peut-il déboulonner un système avec les mêmes personnes? Il travaille avec les mêmes personnes. Vous faites coalition avec les mêmes personnes qui ont érigé ce système dictatorial il y a quelques années. Comment le chef de l'État va déboulonner ce système? On ne comprend pas très bien. Ce qui compte chez un homme politique, c'est la vision, c'est la volonté, c'est l'engagement. Ce sont les 3 critères qui doivent caractériser un homme. Soit vous avez une vision de corruption, vous vous engagez dans cette vision et vous y restez constant. Ou vous avez une vision de combattre la corruption, vous vous engagez et vous restez constant. C'est le cas du président Félix Tshisekedi. Tout commence par la vision, par la volonté. Le reste, comme je venais de le dire, il faut se faire accompagner par les peuples, puisque l'action politique a pour finalité le peuple. Et je suis content de constater que le peuple congolais aujourd'hui, dans son ensemble, ne veut plus un système d'antivaleurs. Certainement, il y en a qui ne veulent pas, dont le profit ne peut provenir que de la corruption, de la tricherie. Je suis avocat, madame. Vous pouvez vous imaginer que moi, j'écris à l'administration du cadastre. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. J'écris une lettre d'opposition en faveur d'un client qui veut protéger sa parcelle mise en péril par des malfrats qui veulent vendre. J'écris au conservateur pour lui dire la parcelle telle n'est pas à vendre. Si jamais quelqu'un venait là-bas, ne procédez pas à la mutation. Ce qui est normal, c'est l'information que nous apportons, une correspondance. Pour déposer la correspondance, vous trouvez un fonctionnaire qui vous dit « vous devez préalablement me payer 10 $. On pose la question, ces 10 $, vous les mettez où? Il dit non, ici chez nous c'est comme ça, vous me donnez 10 $ ou rien, ou je ne reçois pas votre lettre. Il y a des avocats qui rentrent avec des dossiers leurs lettres, ou alors qui décident carrément de payer. C'est ça la corruption, la concussion. C'est contre ces méthodes qu'il faut combattre. La dictature politique est partie, ça c'est certain. Mais lorsque ces fonctionnaires vous imposent à lui payer avant de recevoir une lettre plutôt, dans le cadre de sa fonction, ça devient quoi? C'est pas une dictature. C'est vrai. Et ce sont moi j'appelle ça des vestiges de dictature. Il faut les déboulonner. Et cela est dans les têtes même des nouveaux dirigeants qui viennent aujourd'hui. Là, il faut qu'ils déboulonnent presque tous les mentales du peuple congolais. Absolument. Là, peut-être il fallait faire la différence, parce qu'aujourd'hui, les gens disent déboulonner le système. Le système, est fait d'hommes. Oui. Il y a une tête dans un système. Il y a quelqu'un qui conduit ce système. Les systèmes, ou qui parraine ce système, Peter Kazadi. Oui. Et c'est lui qui parrainait ce système. À l'époque, c'était Mobutu. Après, c'était Kabila. On ne se voile pas la passe. Mais le partenaire, il est votre partenaire, le partenaire de l'alternance. Comment vous allez déboulonner ce partenaire, ce système avec ce même partenaire? Vous avez d'ailleurs donné une bonne expérience. Oui. Et quoi, un bon exemple, je voulais dire. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Mais il est là. Non. Très présent. Non, attendez. Je vous en prie. Joseph Kabila n'est plus président de la République. L'autorité morale du FCC, votre partenaire. Oui, mais il n'est pas président de la République. Il est chef d'un camp politique. C'est son droit aussi. C'est lui qui donne l'impulsion
aux institutions de la République s'appelle aujourd'hui Félix Tshisekedi. Et dans sa volonté de donner une nouvelle impulsion différente de celle de Joseph Kabila, il dit, moi, Félix Tshisekedi, je vais déboulonner les antivaleurs. Ici, on ne vise pas les individus. Bien sûr qu'il y aura des individus qui vont être attrapés et mis en prison s'ils persévèrent à appliquer des méthodes que nous déplorons. Ici, la question est mentale aujourd'hui. Les Congolais aujourd'hui, quels que soient les salaires que vous lui donnez, s'ils n'arrivent pas à vous voler même un peu d'argent, il dit au Fokop, au Moussalanini, au moyen. Donc, dans les mentales des Congolais, il faut voler ne fût-ce que pour sentir que là, je travaille. Vous voyez? Donc, ce sont là des choses qu'il faut déboulonner. Il faut nettoyer les mentales de la population. Et c'est là, sans viser un camp politique ou un groupe déterminé. Non. C'est un problème de société, une tare qu'il faut absolument désinfecter. Il faut désinfecter. Vous ne visez personne, mais la population que vous dirigez n'est pas aussi une population dupe, n'est pas aussi une population, comme permettez l'expression, moi je ne mange pas mes mots, parce qu'il y a eu à un moment un système qui a été incarné. Un système est toujours incarné par des individus, par des personnalités. Oui. Et ça a été incarné par Joseph Kabila et sa bande. Oui. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous êtes partenaire avec ces mêmes personnes que le peuple a sanctionnées pour la présidence et aussi pour la députation nationale et provinciale, bien qu'aujourd'hui les voix se délient pour dire que peut-être qu'il y a une nomination à de l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale, vu ce qui se passe avec l'élection de gouverneur, un gouverneur ou un candidat gouverneur qui a été élu ou été plébiscité meilleur candidat, député ou meilleur député avec autant de nombre de voix, mais que les députés provinciaux ne parviennent pas à élire. Donc il y a aujourd'hui, les langues se délient. Alors les gens, regardez cette caméra, Peter Kadé, dites à cette population, est-ce que ce partenariat va exister? Puisque Kabila, à un moment, a incarné ce système de dictature, ce système qui ne punissait pas l'impunité, battait son plein et tout ça. Est-ce que ce partenariat va continuer? Parce que la population dit non, nous ne voulons pas de ce partenariat. Comment le chef de l'État va s'en sortir pour déboulonner ce partenariat? Pour que peut-être ce système puisse prendre fin. On ne va pas déboulonner les partenariats. Les partenariats va rester. Il va rester sous certaines conditions. C'est lorsque tout le monde comprend que nous devons ensemble, cette fois-ci, lutter contre la corruption. Si ces gens-là ne comprennent pas que... Qui domine dans ce... C'est ça la question, Peter. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi réfléchir aussi avec... Qui domine dans ce partenariat? Le FCC ou Je vais dire ceci, madame. Vous avez dit tantôt là que Joseph Kabila incarnait ce système. C'est vous qui l'avez dit. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut incarner le système aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Or, lui-même a donné des plus amples explications pour dire que le système-là, moi, je n'en veux plus. Il veut bien travailler avec ses partenaires, mais il n'accepte plus que les méthodes puissent continuer. Il a dit que notre partenariat va être fondé autour des valeurs positives. Maintenant, je comprends votre préoccupation, c'est de savoir est-ce que les amis ici du FCC vont comprendre vont-ils comprendre que nous devons changer avec l'évolution que la société a connue? C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi je dis que cette coalition ne peut durer que si les amis admettent de rentrer dans la vision du chef de l'État, qui n'est pas une vision dictatoriale. Qui peut accepter, puisque la dictature brime même ses propres enfants? Vous comprenez? On vous prive même les droits à la réflexion, les droits à la parole. Quand bien même que vous soutenez la dictature, nous l'avons vécu. Mais il y a là un monsieur qui vous dit, moi, je ne vais pas enfreindre à votre liberté. Je ne vais pas vous faire du mal. Moi, je veux que nous puissions faire du bien. Les biens, c'est refuser le mal, refuser la corruption, les détournements, tout ça, pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de notre liberté et jouir de manière équitable des revenus nationaux de notre pays. Alors, je ne vois pas quelqu'un qui peut venir refuser ça. Les amis de FCC, pendant que M. Joseph Kabila régnait, nous avons des amis avec lesquels
ont partagé, qui en avaient marre du système. Mais aujourd'hui, il y a un clic des gens, d'après ce que nous apprenons, même au sein, M. Bitakwira a parlé. Ce sont des robots qui ont voté. Non, moi je l'ai suivi aujourd'hui. Il a encore dit quelque chose aujourd'hui. Il a dit qu'il y a dans les camps FCC un petit groupe de gens qui ne veulent pas comprendre que les choses ont changé, qui veulent toujours faire les conservateurs, les a-t-il qualifiés, qui ne veulent pas que les choses changent. Et il a promis à ces gens-là une foudre qui va les emporter. Et c'est normal. Nul ne peut résister à l'ouragan de l'histoire. Mire ou pas mire, la manque tombe devant l'ouragan. Et petite sortie à l'extérieur du pays, votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé au Soudan avec Omar el-Béchir, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être une façon de déboulonner radicalement. Oui, ce monsieur a fait beaucoup de mal au Soudan, aux Soudanais et même au monde, puisqu'il a été soupçonné de participer au terrorisme. En droit constitutionnel, nous avons appris l'existence d'une sanction politique non organisée. C'est les soulèvements populaires. Lorsque la population ne trouve plus d'autres voies de recours, elle se soulève contre ses propres dirigeants et les écrase. Nous allons terminer par... C'est ce qui s'est passé au Soudan. Et en Algérie aussi. Nous allons terminer par la réaction par rapport à ce communiqué du FCC. Vous le savez, toujours par rapport à ce déboulonnage, il y a eu des réactions du FCC, la réaction politique et la réaction de la population par rapport à ce communiqué. Dans ces communiqués publiés par les Fronts communs pour le Congo, les membres des regroupements de cette plateforme politique regrettent les propos tenus par le chef de l'État Félix Tshisekedi à Washington, propos selon lesquels le président de la République démocratique du Congo sollicite l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner les systèmes dictatoriaux en RDC. Le FCC dénonce par ailleurs l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines contre la corruption et autres antivaleurs, en tendant de s'approprier les monopoles de leur promotion et de leur préservation, tout en oubliant qu'elles sont partagées par les FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997 jusqu'à la passation pacifique des élections du 30 décembre dernier. En outre, le FCC rappelle au président Félix Tshisekedi que c'est grâce à Joseph Kabila que le taux d'inflation est passé de 3 à 1 chiffre entre 2001 et 2018 et les stocks des dettes de 12 milliards à près de 6 milliards, pendant que les réserves internationales d'échange passaient de 26 millions de dollars américains à près d'1 milliard de dollars. Cette plateforme politique chère à Joseph Kabila estime qu'apparemment Félix Tshisekedi oublie que c'est essentiellement grâce à l'ancien chef de l'État qu'il a trouvé cette réserve d'échange lors de la remise et reprise que son programme des 100 jours est en train d'être mis en œuvre. Il s'y est de noter que le FCC appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques congolais, témoins de l'alternance démocratique et civilisée, d'avoir une attitude constructive et non conflictogène. Le président de la République a réagi au communiqué du Front commun pour le Congo, publié ce lundi 8 avril, dans lequel il regrette les propos tenus par Félix Tshisekedi lors de son séjour à Washington. Propos selon lesquels les chefs de l'État congolais veulent déboulonner les systèmes dictatoriaux passés. Félix Tshisekedi s'était déjà expliqué depuis le samedi dernier dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique. Yasolo nalobaki que nako déboulonner système dictatorial oyo to combataki na pays. Mais nazoka moi système ezali mutote. Système ezali ba méthode. Ba méthode oyo ebomaki mboka na biso. Ba méthode wana ezali lokola corruption. Ba méthode wana ezali lokola violence. Ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza à lobby opinion naie po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye, moto sengi à informer que à la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te ba bete masasi akufi ba ka ezebele na mboka na biso. Nde biloko na lobaki système wana
oye kota uta AFDL ti kino lelo. Pour rappel, le chef de l'État congolais avait tenu ses propos à l'occasion de sa visite aux États-Unis d'Amérique, une visite qui avait pour but de solliciter l'appui d'une puissance étrangère et de renforcer les relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington. Les Congolais se disent déçus de la position du Front commun pour le Congo contenue dans leur communiqué du 8 avril 2019. Tous sont unanimes. Ils soutiennent le propos du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'engage à déboulonner le système dictatorial en RDC. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est la position du FCC, c'est un aveu de leur comportement, de leur manière de gérer le pays pendant ces 18 ans. S'ils veulent vraiment qu'il y ait rupture avec le passé, ils devraient accompagner le chef de l'État actuel. S'ils commencent à faire de l'opposition, en fait, commencent à se constituer des crocs à jambes pour l'actuel président, ça serait regrettable. Donc s'il faut vraiment qu'il y ait rupture, ils doivent accompagner le président actuel. Le terme déboulonné que le président a utilisé n'était pas si méchant que ça. Il voulait juste dire que nous venons de quitter un autre régime pour être maintenant dans un autre. Il veut déboulonner le système. Ce n'est pas de l'interdit, ce n'est pas une injure. Le président voulait bien placer les choses telles qu'elles sont. Nous venons d'un régime dictatorial. Ça, c'est connu de tous. Et maintenant, quitter ce régime dictatorial vers un nouveau système, il faut un déboulonnement. FCC n'a rien à dire pour ça. C'est le président qui dirige le pays, c'est tout. Ce n'est pas FCC. Qu'on les laisse travailler, il n'a pas mal. Il n'est pas contre eux, mais contre leur manière de travail. À noter que Félix Tshisekedi a tenu ses propos lors des échanges qu'il a eus avec les Congolais de la diaspora pendant son séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Peter Kazali, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Nous avons suivi notre reporter. Est-ce que c'est vrai que le chef de l'État a demandé l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner ce système ou c'était tout simplement mal compris? En quoi consistait cette aide d'ailleurs qu'a sollicité le chef de l'État? Moi, je n'ai pas suivi dans les communiqués finaux. Quelque part où les chefs de l'État avaient demandé l'appui pour déboulonner la corruption. Il s'agit de la corruption, la dictature, la corruption. Mais qu'à cela ne tient, demander de l'appui pour éradiquer les mal. Nous avons Ebola aujourd'hui qui ravage dans la partie est de notre pays. Nous demandons de l'aide à travers le monde. Est-ce qu'il y a des péchés lorsqu'il s'agit maintenant de demander de l'aide? Puisque l'aide là est peut-être technique, n'est-ce pas? La manière de procéder, comme nous demandons, ou même les pays développés demandent de l'aide pour combattre le terrorisme. Cette aide-là peut consister en matériel, en technique, en formation. Comment est-ce qu'on peut repérer des corrompus et des corrupteurs? C'est une aide normale qu'on peut demander. Pourquoi cela doit faire l'objet Moi, je pense que les amis du FCC ont tout simplement raté l'occasion de cette aide. Tout ce qu'ils ont dit, qu'ils auraient fait, qu'ils ont constitué des réserves, lorsqu'ils disent même qu'eux-mêmes ont combattu la corruption. Si alors le président Félix... Est-ce que les propos du chef de l'État n'étaient pas conflictogènes? Parce qu'ils ont dit que c'est grâce à Joseph Kabila, ils ont souligné, en tout cas en gras, que c'est grâce à Joseph Kabila qu'il y a eu alternance dans ce pays. C'est grâce à Joseph Kabila qu'on est passé de 12 milliards à 6 milliards de dollars. Il y a eu une réserve d'échange. C'est grâce à cette réserve d'échange que le président est en train de bâtir son programme de 100 jours. Donc vous devez avoir des propos un peu plus conciliants que conflictogènes. Admettons que ce qu'ils disent là était vrai. En quoi le président les contredit? Est-ce que je vous dis ce que moi j'ai vu. Je vous ai donné l'exemple d'un fonctionnaire de l'administration du cadastre, le secrétaire du conservateur, partout dans la République. Je vais encore vous parler des greffiers.
pour déposer les conclusions. Je plaide une affaire, je termine. Je fais mes conclusions. Pour les déposer, il faut vous donner de l'argent. Mais c'est vrai que le chef de l'État... tout ça, ce sont des choses qu'il faut éradiquer. C'est vrai que le chef de l'État a dit que le système, nous ne taxons personne, nous ne montrons le doigt à personne. Mais je leur ai dit, moi personnellement aussi, j'essaie de réfléchir, que le système est gardé par les hommes. Qui corrompent, ce sont les hommes. Oui. Qui font du mal, ce sont les hommes. Oui. Donc quand vous parlez de déboulonner un système, vous allez... déboulonner des hommes. Comment expliquer? C'est ça aussi qui explique. C'est ça leur peur. Ils ont dit peut-être qu'on va déboulonner le chef de l'État et on va l'envoyer à la CPI. C'est peut-être qu'on va déboulonner Tambo Mamba, on va déboulonner tel ou tel. Tout ça. Donc, on a peur. C'est une peur peut-être légitime ou pas, mais c'est peut-être la façon de voir les choses. La peur légitime en cette matière n'existe pas. Quand vous trempez dans les mal et que vous êtes attrapé, vous ne pouvez pas avoir une peur légitime. La peur légitime, c'est lorsque vous n'avez rien fait et qu'on vous impute des choses que vous ne connaissez pas. Et le chef de l'État l'a expliqué d'ailleurs en Lingala pour dire qu'il ne visait pas des personnes. Le cas que je vous donne ici, madame, est-ce que ça concerne ceux qui ont dirigé politiquement ces pays? C'est un système qui est dans les têtes des Congolais. Et lorsqu'on appréhende quelqu'un, on le met en prison, c'est pour lui enlever la mentalité, ce système-là qui est dans son cerveau. La prison sert à rééduquer des gens. Vous entrez en prison pour avoir corrompu ou pour avoir été corrompu, pour avoir détourné de l'argent. On ne vous tue pas, on vous met là-bas. C'est là d'ailleurs qu'on va vous purifier, déboulonner totalement ce que vous avez dans votre tête. C'est ça. Et on ne doit pas, quand on commet une faute, il faut assumer les conséquences. À quand, c'est vrai que vraiment c'est la dernière question, nous sommes vraiment à la fin. Peter Kazadi, à quand le gouvernement? À quand le gouvernement? Nous sommes déjà au mois de... Nous approchons vers le mois de demain déjà. À quand le gouvernement? Il faut d'abord que les parlements aient son bureau définitif. Il faut que les noms soient proposés au chef de l'État. Qui a refusé, nous avons dit qu'il ne veut pas d'Albert Youma comme Premier ministre. J'ai dit qu'on doit présenter une liste de noms. 3 noms. Une liste de noms au chef de l'État. Il trouve celui qui répond le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État par rapport à sa vision, il les nomme et les pays avancent. Merci donc Peter Kazadi, la télé Sélétor. Merci donc d'être passé à la barre. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Peter Kazadi est député provincial de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS. Merci à Guilou Koki qui a tenu la caméra. Vous avez eu ces belles images grâce à Guilou Koki. Merci à Freddy Kipimo et merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.